J'appelle Mathilde Cavalier et M. Pourria, M. Jean-Yves Pourria, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, section H. Section H. Il va nous expliquer ce que c'est que la section H. Et puis Mathilde Cavalier, que j'ai le plaisir de revoir après nous avoir fait une présentation il y a quelques années sur le dossier pharmaceutique. Donc les pharmaciens vont aussi présenter un petit peu la réalisation, parallèlement au DMP, où en est le dossier pharmaceutique. Bien, merci de laisser la parole. Donc la petite précision que vous avez demandé, professeur, la section H est la section des pharmaciens des établissements de soins. Voilà, c'est cette petite précision. Écoutez, les présentations étant faites, je passe tout de suite la parole à Kelly qui commence le tour. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous parler du dossier pharmaceutique que certains d'entre vous connaissent déjà un petit peu pour avoir été là il y a 2 ou 3 ans, la dernière fois, et qui en ont entendu parler depuis. On va revenir sur quelques éléments généraux et puis on fera un rapide état des lieux sur où en est le développement de l'établissement de santé, puisque c'était le cahier des charges et on comprend bien que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, le DP aujourd'hui n'est pas unique, il est multiple dans le sens où c'est une gamme de services. Au cœur, vous avez évidemment le DP au sens dossier patient informatisé, qui est donc un historique médicamenteux, on y reviendra, qui est accessible évidemment depuis l'origine par l'officine et depuis maintenant quelques années en établissement de santé. Une déclinaison de ce dossier, c'est ce qu'on appelle communément DP vaccin, simplement parce qu'on a poussé la conservation de ces données de vaccin dans ce dossier à 21 ans. On regarde la particularité de ces produits et de l'impact que ça peut avoir évidemment sur la couverture vaccinale. Une fois qu'on était arrivé à peu près 80% d'officines du territoire raccordées, aujourd'hui on est à 99,9%, on s'est dit, comme toutes les officines ont des tuyaux qui sont reliés à nos serveurs, c'est l'occasion que jamais d'utiliser ces tuyaux pour autre chose. Et donc, on a décidé de capitaliser sur le réseau. Et ce qui a induit ensuite tous les autres services que vous pouvez voir ici. En premier lieu, desquels DP Rappel et DP Alerte. Donc, c'est les services de diffusion de messages de rappel de l'eau de médicaments et de certaines alertes sanitaires, qui aujourd'hui, en 15 minutes, après le lancement du rappel, s'affiche sur tous les postes de travail des officines de France. Pour peu que le message de rappel ne soit pas envoyé à 23 h évidemment, mais généralement ça se fait plutôt en heure ouvrée, et qui en établissement de santé, à l'inverse, on les envoie par fax, en tout cas pour l'instant. Ensuite a suivi des ruptures. Je sais que c'est aussi un sujet pour l'hôpital, les ruptures d'approvisionnement. Il y a une réglementation qui doit permettre aux pharmaciens dispensateurs de déclarer auprès du laboratoire toutes ces ruptures d'approvisionnement. Donc on a un service qui a un service d'échange d'informations, de flux d'informations entre les pharmaciens dispensateurs et les laboratoires exploitants pour qu'ils puissent répondre à ces déclarations de rupture d'approvisionnement et apporter une réponse. Et ensuite des suivi sanitaire, c'est un service réservé aux institutions, dans le sens où c'est une très grosse base de données statistiques qui a la particularité d'être disponible à J+1, et qui fait qu'on fournit des données aux autorités généralement en situation de crise pour qu'elles puissent suivre les courbes de consommation de médicaments en quasi-temps réel. Donc vous savez que les crises du médicament, on y a droit au moins 1 à 2 fois par an en ce moment. Donc dans certains contextes très délicats, ça permet aux autorités d'adapter les messages de communication notamment et de pouvoir mener les actions qui sont en cohérence. Et vous avez évidemment dans la petite roue du coup toutes les personnes et les professionnels à qui tous ces services s'adressent selon le type de service. Alors, la particularité du dossier pharmaceutique, c'est que c'est une première chose, et c'est toujours ce qui a conduit et ce qui fait vraiment partie de la philosophie de l'outil de tous ces services, c'est que c'est un outil qui est construit par les professionnels. On a des groupes de travail réguliers avec toutes les sections de l'ordre qui représentent tous les métiers de la pharmacie. On intègre petit à petit aussi des médecins, puisqu'on s'étend sur l'accès pour le DP aux médecins en établissement de santé. Mais voilà, c'est vraiment le leitmotiv de tous ces services, c'est avant tout construit par des professionnels pour des professionnels.
Donc, pour vous donner quelques idées générales de ce qu'est le dossier pharmaceutique aujourd'hui. Donc, le DP, un petit rappel, c'est un historique de dispensation sur 4 mois de médicaments, sauf pour les vaccins où on est à 21 ans maintenant, pour des médicaments prescrits, non prescrits, remboursés ou non remboursés. Pour tous les régimes, et on raisonne bien en tant que patient, hein, c'est-à-dire que même si on utilise la carte vitale pour identifier le patient, on n'est pas lié à un statut d'assuré ou d'ayant droit. Comme je vous le disais, 99,9% des pharmacies du territoire qui sont raccordées, 37,3 millions de DP actifs, donc c'est bien 37,3 millions de patients qui aujourd'hui ont un dossier pharmaceutique en France. Actif, ça veut dire que c'est un DP sur lequel il s'est passé quelque chose sur les 12 derniers mois. Donc au moins une consultation ou une alimentation. Au total, il y a plus de 50 millions de DP qui ont été créés. Et un DP inactif, au bout de 36 mois, est automatiquement supprimé. Donc, par exemple, dans cette déperdition, on a notamment, par exemple, le patient décédé, puisque nous n'avons pas la donnée de décès, donc forcément, après au bout de 36 mois, le DP de ces patients-là va automatiquement se clore. C'est la règle, pardon. Ça représente donc 5 millions de transactions par jour, c'est une plateforme critique pour nous. On ne peut pas se permettre d'avoir des indisponibilités. Déjà parce que s'il y a l'outre-mer, l'outre-mer c'est à des heures non ouvrées aux métropoles. Il y a les pharmacies de garde, maintenant on a aussi des services d'urgence qui accèdent aux dossiers pharmaceutiques, donc c'est 2 jours comme demi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 forcément. 35 millions d'informations échangées par mois entre pharmaciens et au total à peu près une centaine de messages de rappels diffusés. Et je vais laisser M. Prouillat vous parler un petit peu plus spécifiquement du DP en établissement. Merci. Voilà, donc on vous a mis une carte de France avec les différents départements. Le DP c'est bien développé au niveau des pharmacies à usage intérieur. Pardon. On s'aperçoit que bon, s'il y a quelques régions qui sont où il y a plus de DP que d'autres, il faut reconnaître que le Nord est bien représenté, mais enfin, bon, je pense que le Nord, il y a Lunéville qui doit être compris dans le Nord et que c'est une ville qui a beaucoup participé au développement du DP. Donc en fait aujourd'hui on a 451 établissements qui sont abonnés en France, qui représentent 17% des PUI, et avec en fait 370. Parfait, super. Ok. Et donc 377 établissements actifs. L'accès du DP a été généralisé aux médecins, et de ce fait-là, on a déjà 127 établissements qui sont en accès PUI et médecins. Alors la répartition, on l'a vu à l'instant, là on voit plutôt les pourcentages avec une grosse proportion en Ile-de-France, mais il faut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup d'établissements. Et comme je disais tout à l'heure, là, les établissements qui sont abonnés par type d'accès, c'était essentiellement aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, à 71% pour les PUI et 29% pour les PUI et les médecins. Par la fédération, c'est intéressant, naturellement, il y a une forte représentation d'établissements publics de FHF, mais on voit quand même que les fédérations des hôpitaux privés, les cliniques, est bien représentée déjà dès aujourd'hui, 18%. Les ESPIC sont un petit peu derrière, à 12%, et puis loin derrière, on a les centres de lutte contre le cancer et les HAD. Les HAD, bon, c'est aussi quand même une forme d'association qui existe depuis longtemps, mais qui était en plein essor, et de toute façon, en ce qui concerne le DP, c'est partagé, puisqu'en fait les HAD ont soit un modèle de dispensation des médicaments par des officines, ou par des PUI, ou par les deux d'ailleurs. Ce que le DP a changé pour les hôpitaux. Eh bien, le DP a commencé par la conciliation médicamenteuse, qui était le modèle qui se rapprochait le plus, en fait, de l'officine. Et en fait, ce qui est reconnu, en fait, c'est que au niveau de cette rétrocession, eh bien, ça permettait d'abord d'alimenter le DP et de le consulter, ce qui faisait naturellement une liaison ville-hôpital, mais aussi, naturellement, de rechercher des risques d'interaction médicamenteuse. Ça, c'était vraiment, je dirais, l'application un peu historique. Ensuite, c'est l'accueil aux urgences. Pardon, désolé, je suis allé trop vite. L'accueil aux urgences, eh bien, écoutez, on a eu des expérimentations qui ont eu lieu au CH d'Agen, avec une information qui était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en sachant aussi que c'est une information qui est directement disponible. Un patient qui arrive aux urgences l'après-midi, s'il lui a dispensé des médicaments le matin, ces médicaments sont déjà dans le DP.
Et ensuite, le DP était la seule source disponible dans 25% des cas. Et dans des consultations d'anesthésie, ça a permis d'éviter des omissions en fait de traitement pour 17% des patients. Enfin, la conciliation médicamenteuse, qui a été largement expérimentée au centre hospitalier de Lunéville, avec un gain de temps pour la réalisation de la conciliation et en reconnaissant que 91,4% des médicaments étaient inscrits dans le DP. C'est une étude qui a été menée de 2013 à 2014. Donc en fait, on le voit bien, le DP est un outil de décloisonnement, notamment entre les professionnels et tout particulièrement entre la ville et l'hôpital. Je crois qu'on a tenu le timing, peut-être même un peu trop. Non, je pense qu'on a été trop rapide du coup. On a rattrapé le temps perdu. Ah, ils ont tenu. Vous n'avez pas parlé de la rétrocession. Alors, une question. J'en posais une, Mathilde. Vous avez dit 4 mois. C'est simplement ce qui me... Et ça n'a rien à voir avec, je dirais, la structuration. 4 mois d'historique. Les médecins nous disent nous avons 2 ans d'historique. Et donc, ça met la CNIL en porte-à-faux. Pas le Conseil de l'ordre, mais vous avez d'un côté avec le DP 4 mois d'historique médicamenteux, et avec le DMP, on va le voir tout à l'heure avec Yvon Merlière, les médecins ont 2 ans d'historique médicamenteux. Donc, est-ce que la CNIL, j'avais fait un rapport à l'époque, est-ce que la CNIL est sensible à cet argument que d'un côté on donne 2 ans et de l'autre côté on donne 4 mois? 4 mois, c'est quand même insuffisant. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Jean-Yves Pourria. Alors, sur les 4 mois, la première raison, c'est qu'à l'origine, ça s'expliquait parce qu'on démarrait au début des conditionnements trimestriels en officine. Donc on a pris une marge de manœuvre qui, du coup, n'ont pas 3 mois, mais du coup 4 mois. La CNIL peut tout entendre, ça c'est sûr. La seule condition de la CNIL, c'est qu'il faut que tout ait une finalité. Donc si on allonge à 12 mois, il faut expliquer pourquoi. Et je pense que la CNIL peut le comprendre. Sauf qu'avant la CNIL, il faut que le ministère le comprenne aussi. Puisque en fait, on a un cadre légal et réglementaire, et notre cadre réglementaire nous dit profondeur historique de 4 mois, sauf pour les médicaments, sauf pour les vaccins, qui est à 21 ans. Donc, ce qui va sûrement nous aider, c'est le déploiement en établissement de santé là-dessus, et les nouvelles missions des pharmaciens d'officine. Parce que du coup, effectivement, quand là, vous voyez 450 établissements aujourd'hui qui l'utilisent, les médecins, mais les pharmaciens de péril aussi, nous disent 4 mois, c'est bien, mais pour tout un tas de raisons, on a besoin d'aller un peu plus loin. Oui, avec l'instauration notamment du bilan de médication, les pharmaciens d'officine vont avoir besoin d'avoir plus de 4 mois. Puisque s'ils veulent refaire un bilan de médication l'année suivante, c'est un peu gênant aussi. Donc voilà, donc on a un travail réglementaire à faire. Vous le savez, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, donc on travaillera avec le ministère pour aller dans ce sens-là dès qu'on aura une prochaine passe réglementaire. Rendez-vous dans 2 ans, à la prochaine table ronde sur le sujet, vous viendrez vous dire que problème réglé. D'habitude, les décrets, c'est plutôt 3 ans, mais on va essayer de raccourcir. Merci. Une question. Sur les médicaments qui sont non prescrits, oui, si le patient ne donne pas sa carte vitale, est-ce que vous questionnez? Parce que moi, il me semble avoir un DP, mais on ne me demande jamais mon nom, parce que c'est tout l'intérêt d'avoir des médicaments qui sont achetés en libre accès par les patients. Comment vous faites pour le rentrer dans le DP sans carte vitale? Alors, on ne le rentre pas. La condition, c'est une dispensation avec carte vitale. Donc, ce qui fait qu'on a une partie, de l'automédication, mais pas toute l'automédication. Enfin, sauf si vous connaissez des pharmaciens d'officine qui vous demandent la carte vitale quand vous allez acheter une boîte de paracétamol, mais c'est relativement rare. C'est un vrai changement de pratique à avoir, aussi bien pour les praticiens que pour les patients aussi. Parce que... Qui pourrait être intéressant pour vous, parce que c'est Oui, vraiment très intéressant. non, mais c'est certain. C'est certain. Et voilà, il faut, c'est toujours... voilà, il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Que ça ne rentre pas dans cette facturation à l'assurance maladie alors qu'il n'y a pas de temps pour avoir une. Enfin, voilà. L'historique ne concerne que le remboursable. Que le remboursable, et il n'a pas été fait en dégradé. Parce que si en dégradé, on n'a pas de carte vitale,
y en a de moins en moins quand même. Ça nous est déjà arrivé de repartir avec une feuille de la pharmacie, mais ça arrive vraiment de moins en moins. Pour le coup, un support utilisé, vous voyez, tout le monde a dans son portefeuille. Merci madame. Merci.